Je m'appelle Massiré Diop et je suis là en tant que rédacteur en chef du Journal du Mali. Bon, je fais également d'autres activités. Je fais partie des réseaux de journalistes qui militent dans beaucoup d'aspects, des questions liées aux droits humains, à l'environnement, à la lutte contre la désinformation et beaucoup d'autres thématiques. Bon, la désinformation a toujours existé. A toujours existé, vous savez. Euh, la désinformation a toujours existé, mais au Sahel, ça a pris une tournure assez particulière à partir de ces dernières années. On va dire ces 10 à 5 dernières années. Elle a connu quand même une certaine ampleur, Et aujourd'hui, pratiquement, ça mine beaucoup de terrain. Aujourd'hui, ça euh, met les communautés dos à dos. Ça jette un discrédit sur l'action que mènent les autorités. Euh, En fait, c'est un problème assez sérieux et je pense qu'on n'est pas en train de l'apprendre, on n'est pas en train de le prendre comme il faut pour lutter. On n'est pas en train de le prendre comme il faut pour lutter. C'est un problème qui est en train de prendre des proportions très inquiétantes. Le contexte sahélien, la désinformation, vous avez surtout le problème sur la crise sécuritaire parce que vous savez que c'est un phénomène qui est assez récurrent au Sahel, un problème qui est assez sérieux au Sahel. Désinformation, vous avez aussi la crise sanitaire. On a connu des épisodes de Covid-19 ou d'autres épidémies. Et c'est avec la désinformation que tous ces phénomènes ont pris de l'ampleur et les gens ont refusé de se vacciner et tout cela. Désinformation, vous avez aussi le problème de la migration. Parce que vous connaissez un peu nos problèmes qui sont d'ordre divers, hein, des problèmes économiques, des problèmes d'insécurité, des problèmes d'instabilité politique, ce qui fait que aujourd'hui vous avez beaucoup de gens qui partent migrer, que ce soit migrer à l'extérieur, à la recherche d'une vie meilleure. Et très souvent, c'est des gens qui sont victimes aussi de désinformation et désinformation dans le sens également où parfois, c'est à un niveau supérieur, à un niveau où ce sont les États même qui, malheureusement, arrivent à ne pas s'entendre, à ne pas se comprendre, à ne pas discuter et souvent même à s'affronter. Et c'est regrettable pour un peu voir la puissance de destruction de la désinformation qui est pratiquement devenue aujourd'hui une arme de destruction massive. Bon, vous savez, les acteurs, ils sont divers. Ça dépend des intérêts, ça dépend des centres d'intérêt. Hein? Sinon, déjà, vous savez qu'on peut désinformer de façon intentionnelle et de façon aussi, c'est-à-dire de façon vraiment innocente, je dirais. C'est pour ça qu'on tente un peu de classifier les différents types de désinformation en MDM, c'est-à-dire mésinformation, désinformation et malinformation. Parce que vous avez la désinformation qui est surtout motivée, où il y a un intérêt derrière, où c'est vraiment, tu vois, vous voyez, où vraiment on essaye, où il y a vraiment l'intention de nuire qui est derrière. Et vous avez une autre façon de désinformer qui est innocente. La personne ne sait pas, et elle ne sait pas que l'information qu'elle est en train de partager est une fausse information. Est-ce que vous voyez, vous avez également des autres domaines qui sont des informations hors contexte. L'information peut être réelle, peut être vraie, mais ça s'était passé à un moment donné, une période donnée, et aujourd'hui on remet ça parce qu'il y a un conflit qui s'est déclenché. Donc vous voyez, donc il y a énormément de façons de désinformer. Et aujourd'hui c'est difficile de se dire qu'il y a un acteur clé qui mène cette désinformation. Mais de plus en plus, certains masques commencent à tomber. Certains masques commencent à tomber. Des fois, vous avez carrément des laboratoires qui sont là à travailler uniquement dans cette forme de désinformation,
avant que Facebook ou Twitter et autres ne soient aujourd'hui, ne soient entre les mains de ceux qu'on connaît aujourd'hui, ils avaient ces plateformes avaient en leur sein des mécanismes de lutte contre la désinformation. Parce qu'il y a beaucoup de faux comptes, de faux profils qui ont été détectés et c'est juste des trolls pour faire mal, pour nuire. Est-ce que vous avez compris? Mais aujourd'hui, avec, comme vous le savez, la nouvelle administration américaine, qui voit un peu en cette lutte du temps perdu, parce que vu que très souvent les dirigeants de ces pays actuellement même se livrent malheureusement à cette pratique qui est la désinformation. Et on a vu, parce que vous voyez, c'est des cas assez sérieux lorsqu'on dit que quand même l'USAID finance le terrorisme, c'est incompréhensible. Lorsqu'on, par exemple, taxe d'autres choses. Vous voyez, donc il y a énormément de désinformations que nous avons remarquées ces temps-ci. Mais qu'à tout cela ne tienne, il faut comprendre, avant de se focaliser sur les profils, mieux vaut se focaliser d'abord sur les causes, les raisons et les intérêts qui poussent à désinformer. C'est là où maintenant on peut connaître, on peut identifier les différents profils. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un acteur type que vous pouvez identifier comme tel. Tout le monde peut se livrer à la désinformation. Même nous qui menons cette lutte d'une certaine manière, en tentant de démêler le vrai du faux. Vous avez également des associations de fact-checkers qui font un travail remarquable dans tout ce qui concerne le fait de déceler les fausses informations. Mais en fait, il faut comprendre que les motivations derrière déterminent en quelque sorte les acteurs. C'est en fait très grave parce que souvent c'est des mensonges qu'on colporte. Vous savez, si on stigmatise des communautés, par exemple que les terroristes sont de telle ethnie, les terroristes parlent telle langue, les terroristes s'habillent avec tel accoutrement, tout ça c'est de la désinformation. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas dit que le terrorisme appartient à une communauté, à une race, je sais pas, un groupe ethnique, ça peut être n'importe qui. Vous voyez? Donc, tout cela a servi un peu à alimenter des stéréotypes. Et finalement, les gens font de l'amalgame. Ils font de l'amalgame quand ils voient un accoutrement, quand ils voient souvent des patronymes, ils entendent des patronymes. Souvent, c'est devenu compliqué. Donc, tout cela fait qu'aujourd'hui, des cas concrets, il y en a plusieurs. C'est difficile de pouvoir les citer. Mais, remarquez tout simplement, nous sommes depuis quelques années dans une crise sécuritaire multidimensionnelle, n'est-ce pas? Mais la plupart de cette crise, la plupart des victimes, vous verrez que c'est lorsque ça survient, c'est-à-dire les conflits, lorsqu'ils surviennent, c'est généralement à cause de ce malentendu. Bon, c'est difficile d'avoir des solutions type, mais pour moi quand même, il faut qu'il y ait une synergie d'action. C'est-à-dire, on doit de plus en plus sentir le poids des autorités. Il y a des actions qui sont menées ça et là, mais la plupart du temps, c'est la société civile, c'est des acteurs qui sont privés, non étatiques, alors que c'est aujourd'hui un phénomène qui peut nuire même à l'existence d'un État. Donc, il faut un accompagnement. Les fact-checkers et tous ceux qui sont là en train de faire ce travail font un travail exceptionnel, mais avec des moyens assez rudimentaires. Donc, c'est pour cela que leur lutte ne va pas loin. Si, par exemple, derrière, il y avait un État, il y avait un réseau mondial assez puissant qui serait prêt à faire du lobbying et des plaidoyers, moi, je pense qu'on pourrait aujourd'hui arriver à quand même minimiser les effets de cette désinformation au Sahel ou un peu partout dans le monde. Mais c'est ça le problème aujourd'hui. Vous ne sentez pas derrière un engagement assez franc, assez fort, assez déterminé
hein, des dirigeants. Et si jamais cet engagement est obtenu, moi je pense que on aura les résultats escomptés. Donc la solution ne peut passer sans une implication assez franche, assez tranchée, assez affirmée de l'État. Je pense qu'on a quand même fait le tour. Hein. Je pense qu'on a fait le tour. L'idée, c'est juste de faire attention à ce qu'on diffuse, à ce qu'on partage. Vous savez, très souvent, on est pris par le temps. On reçoit tout de suite quelque chose qu'on veut répandre. Non, ça ne marche pas comme ça. Surtout pour les journalistes. Je conclurai peut-être en disant cela. Un journaliste, c'est comme un chirurgien. Un chirurgien, quand vous lui amenez du sang pour lui faire peur, c'est peine perdue. Ça ne servira absolument à rien du tout. Parce que c'est sa matière. Il travaille avec ça tous les jours. Donc, c'est la même chose pour un journaliste. Une information, quelle que soit sa provenance, quelle que soit la source, il faut toujours vérifier. Et puis aussi, penser à ce qu'on appelle une éducation aux médias. Une éducation aux médias, ça va au-delà du cadre journalistique tout simplement. C'est dans les écoles, c'est dans les maisons, c'est dans les foyers. Il faut multiplier des séances de sensibilisation autour de cette problématique aujourd'hui.